podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil sera le vieux prince Volkonski. Marcel André, Ossip Bezdiov. Jean Levray, le prince André. Jean Topard, Pierre Bezoukov. Robert Murzeau, le prince Vassili. France Descaux, la princesse Maria. Nelly Borgeaud, la princesse Lise. Henri Poirier, le docteur Bélanger. Arlette Balkis, Praskovia. Nicolas Amato, Tikhon. Pierre Decazes, le maître de poste. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre le domaine du prince Volkonski à Lissy-Gory, le relais de poste de Torzhok et la demeure de Pierre Bezoukov à Saint-Pétersbourg. 1806, le cabinet de travail du prince Volkonski. Père, on vous a apporté du courrier, il me semble. Puis-je vous demander... Et tu es impatiente d'avoir des nouvelles? Des nouvelles de Saint-Pétersbourg, du monde? Eh bien, sache que ce lordo de Pierre Bezoukov, trompé par sa femme, s'est séparé d'elle. Ou la moitié de sa fortune. Pourquoi cherchez-vous toujours à m'humilier, Père? Vous savez bien que les histoires de ce genre ne m'intéressent pas. Je voulais savoir si vous n'aviez pas reçu de lettre d'André. De ton frère? Non. Mais j'en ai reçu une de Kutuzov. Et il ne vous dit rien au sujet d'André? Si, ma fille. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit qu'André n'est pas parmi les prisonniers. Et qu'il n'est pas parmi les morts. Tiens. Lis toi-même. Votre fils est tombé sous mes yeux, le drapeau à la main, à la tête d'un régiment, en héros, digne de son père et de sa patrie. À mon profond regret et à celui de toute l'armée, on ignore jusqu'à présent s'il est encore en vie. Alors il nous reste quand même un espoir. Prions Dieu, Père. Laisse-moi tranquille avec ton bon Dieu. Kutuzov ment. André est mort. Rends-moi cette maudite lettre. Allez, gredin. Ils l'ont envoyé à la mort pour rien. Pour rien, tu m'entends? Ces incapables voulaient se mesurer avec Napoléon. Et pour cela, ils ont sacrifié les meilleurs. Mais que fais-tu ici? Allez, va-t'en, va-t'en. Oh, ne vous détournez pas de moi, Père. Laissez-moi partager votre douleur. Pleurons ensemble. Mais je n'ai plus de larmes, Maria. Et mon vieux cœur me fait mal. Il faut prévenir Lise. Veux-tu t'en charger? Moi, je ne peux pas. C'est bon, j'y vais. Non, attends. Pense que Lise doit accoucher bientôt. Alors, ménage-la. Prends ton temps. Oui, c'est ça. Prends ton temps. Maria, il remue de nouveau, viens vite. Et donne-moi ta main.
Pose-la toi-même sur mon ventre. Non, là. Tu sens? Cela me paraît si étrange que quelqu'un vive en moi. Étrange et merveilleux. Oh, je crois que je l'aimerais plus qu'André. Plus que tout au monde. Mais pourquoi baisses-tu la tête, Maria? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Je pense à André, simplement. Vous avez reçu une lettre de lui? Non. Et tu sais que nous ne pouvons pas encore en avoir, le courrier marche si mal. Rares sont ceux qui reçoivent des nouvelles d'Autriche. Mais mon père est inquiet. Et moi, je suis triste, c'est tout. Je te laisse. Repose-toi. Oh, c'est toi, ma bonne Prascofia. Oh, ma colombe. Oh, soleil. Nourrice. Ma nourrice, tu te fais bien rare. Oui, mais à qui la faute? À ton père? Au vieux prince? Tu sais bien que cela ne lui plaît pas que je vienne te voir. Il a peur que nous prions ensemble. C'est un athée, ton père. Le père Gérasime l'a dit. Toujours pas de nouvelles de ton frère? Oh, nourrice, nous avons peur qu'André n'ait été tué à Platzen en Autriche. Que me racontes-tu là? Je l'ai vu encore hier, en rêve. Il m'a dit qu'il avait été blessé, mais maintenant, il allait bien. J'ai quand même apporté les cierges. Les cierges? Oui, ceux qu'on a allumés le jour de son mariage. Ils sont à peine consumés. Nous allons les rallumer, les placer sous l'icône de Saint-André. Seigneur, Ayez pitié de nous. Seigneur, Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, Seigneur, ayez pitié de nous. Là. Et maintenant, mettons-nous à genoux et prions. Prions pour que ton frère nous revienne bien vite. Entrez. La princesse Lise se sent mal. Elle vous réclame. Venez, princesse. Vite! Ne pleure pas, tu me déchires le cœur. Je ne pleure pas, mais j'ai mal. Oh, comme j'ai mal. Je vais te donner tes gouttes. Ça passera, tiens. Tu verras. Que veux-tu que tes gouttes lui fassent? C'est commencé. Il faut aller chercher la sage-femme. Tu crois que c'est commencé, nourrice? Mon Dieu, nous avons promis à André que ce serait un docteur de Moscou qui accoucherait Lise. Il n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu te tracasses? Avant, il ne serait venu à l'idée de personne d'appeler un médecin pour des couches. Je vais aller chercher la sage-femme.
La princesse Lise accouche 2 semaines avant terme? C'est impossible, petit con. Jamais une chose pareille ne s'est produite dans notre famille. Tu es ivre. Je ne bois que de l'eau, votre Excellence, vous le savez bien. Quant à l'accouchement, je sais ce que je dis. La sage-femme est là. Un traîneau par un temps pareil, qui est-ce? La partie, ça ne peut être que le docteur Bélanger. Oui, va ouvrir. Non, attends. Bélanger, c'est un Français, naturellement. Il parle à peine le russe. Passe-moi ma robe de chambre. Eh bien, nous allons descendre ensemble. Laissez-moi tranquille, ne vous dérangez pas. Chut, le vieux prince. Que faites-vous tous ici? Mais pourquoi ce vacarme? Père. Oh, c'est toi, André. Oh, je ne rêve pas. Non, je ne rêve pas. Oh, Dieu soit loué. Mais tu es vivant. Vous n'avez donc pas reçu ma lettre? Ah non, j'ai reçu un mot de Koutouzov dans lequel il disait... Il dit, je te croyais mort, André. Oh, quelle bêtise, hein. Mais levez vos bougies, imbéciles. Je veux voir mon fils. Oh, comme tu es pâle. Et comme tu es maigri. Tu es souffrant, André? Non, je suis seulement fatigué. Fatigué par la route. Tout va bien? Oui, tout va bien maintenant, puisque tu es revenu. Oui, princesse. Élise. Lise? Ah, imagine-toi qu'elle est en train d'accoucher. Oui, elle accouche 2 semaines avant terme. C'est inouï. C'est la première fois que... L'ennui aussi, c'est que le docteur Bélanger, que j'ai appelé depuis que je ne sais combien de temps, n'est pas encore arrivé. Et je n'ai pas confiance dans cette stupide paysanne qui prétend être une sage-femme. Calmez-vous, père. J'ai rencontré le docteur Bélanger au dernier lait. Je l'amène avec moi. Ah bon. Mais où est-il? Ah, on y voit goutte ici. Docteur Bélanger, où êtes-vous? Voilà, Excellence. J'ai l'honneur de vous saluer, Votre Excellence. Et je suis venu avec la plus grande... Bonjour, ne perdons pas de temps en politesse. Voilà, enlevez votre pelisse. Oui. Et vos bottes. Et montons. Autrement, ma bru est bien capable d'accoucher toute seule. Et voilà. Elle est partie. La petite princesse. André est arrivé. Et elle est partie.
Ah, que c'est bête. Dieu l'a sûrement accueilli dans son paradis, Excellence. Tu crois, Tikhon? Tu crois qu'il s'est donné la peine de l'accueillir? La princesse Lise était si bonne, si douce. Bonne et douce, tu as raison. Mais dans sa hâte, elle a oublié de prendre congé de moi. Mais la petite princesse est morte si vite. Oui, c'est vrai, oui, si vite. Et moi, vieux, méchant, inutile, je suis toujours là. C'est comme ça, Votre Excellence. Les jeunes s'en vont et les vieux restent. Isère. Tu entends? Elle tourne. Elle tourne. Elle me nargue, la maudite. Mais qui, Votre Excellence? Mais la roue, imbécile! Arrête-la! Arrête-la, je n'en peux plus! Pourquoi cette mort brutale? Absurde! Des milliers de femmes accouchent et restent en vie. Alors pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, Votre Excellence. Ah non. Non, Dieu n'existe pas. La princesse Lise est morte parce que le docteur Bélanger est un imposteur, un charlatan, un laton chassé au moins. Je ne veux pas qu'il reste une minute de plus ici. On lui a donné 100 roubles et on l'a mis dans le traîneau. Mais c'est pas... Calmez-vous, Votre Excellence. Et que fait la princesse Maria? La princesse est agenouillée près du lit de la défunte et elle prie. Et le prince André? Le prince André, il n'a même pas regardé le bébé et son fils. Il a baisé la main glacée de sa femme et il est sorti. Il n'a voulu ni manger, ni boire. Il s'est enfermé dans sa chambre. Et maintenant, il marche d'un mur à l'autre. Il marche. Il marche. Quelle pitié. Vous devriez aller voir, Votre Excellence. Et moi? Non. Non. D'ailleurs, je ne peux lui être d'aucun secours. Je ne lui ramènerai pas Lise. Personne ne la lui ramènera. Vous devriez quand même aller le voir, Excellence. Il ne faut pas laisser l'homme seul avec sa douleur. Oh, c'est bon. J'y vais. Au début de l'année 1807, au relais de poste Torjok, sur la route de Moscou à Saint-Pétersbourg. Je vous jure sur la croix, votre noblesse, que j'ai pas de chevaux avant demain matin. C'est fâcheux, je dois gagner rapidement Saint-Pétersbourg. Je suis pressé, tu comprends, maître de poste? Je comprends, tout le monde est pressé. Mais j'ai pas de chevaux, je vous le répète. Regardez ces messieurs, ils sont arrivés à midi, cependant ils se mettent pas en colère, eux. Ils m'accablent pas de reproches, ils attendent gentiment. Faites comme eux. Ça suffit, je ne passerai pas la nuit ici. Dis-moi combien y a-t-elle les chevaux? Combien quoi, votre noblesse? Une place dans le dortoir, 2 roubles. Une chambre, 4 roubles. Et le repas du soir, 5 roubles. As-tu fini de ruser? Je te demande combien d'argent tu veux pour me procurer des chevaux séance tenante. Mais même si vous étiez l'homme le plus riche de Moscou, le comte Bezoukov lui-même, si vous proposiez toute votre fortune... Ah, je suis le comte Bezoukov, fripouille! Regarde mes papiers. Je pensais pas si bien dire. En effet, vous êtes le comte Bezoukov, comme vos papiers l'attestent. Allez, viens. Le comte Bezoukov. Chut, laisse-moi. Le comte Bezoukov, l'homme le plus riche de Moscou. Mais
Mais alors ça change tout. Que son Excellence veuille bien aller s'asseoir à la table qu'on va lui préparer. Je vais servir du thé moi-même à son Excellence. Et pendant que son Excellence boira son thé, moi j'irai voir dans les écuries. Que le diable m'emporte si je déniche pas 2 ou 3 paires de chevaux. Allez, vite, prépare la table. Ivan, espèce d'imbécile, vite, prépare la table à sa haute noblesse. Allez, vite. Bonjour, comte. Puis-je m'asseoir une minute à votre table? Mais faites, monsieur. Monsieur, comment, je vous prie? Ossip Bezdiev. Ah, effectivement, où avais-je la tête? Excusez-moi. Nous nous sommes déjà rencontrés chez le prince André, si je ne m'abuse. C'est cela, chez le prince André. Le destin l'a rudement frappé. Oui, très durement. Il ne se consolera jamais de la mort de sa femme. Surtout qu'il se moquait de ses appréhensions et refusait obstinément d'admettre qu'une femme normalement constituée pût mourir en couche. Je voulais le voir, lui écrire une lettre au moins, et puis je n'ai rien fait. Absorbé que j'étais par mes propres ennuis. Par vos propres ennuis? Moi, je dirais par votre malheur. Car nul n'ignore que votre femme vous a trompé avec un débauché et a traîné votre nom dans la boue, n'est-ce pas? Mais de quel droit, monsieur? Ne poursuivez pas. Je sais ce que vous pouvez penser de mon indiscrétion. Vous êtes jeune et moi je suis vieux. J'ai déjà un pied dans la tombe. Et je crois pouvoir me permettre de vous parler ouvertement. Cependant, si, pour une raison ou pour une autre, mon intervention vous importune, vous n'avez qu'à me le dire. Je me tairai. Non, au contraire, je suis content de vous revoir. Et vous portez au doigt une bague. Une bague sur laquelle est gravée une tête de mort. Seriez-vous par hasard? Oui. J'appartiens à la confrérie des francs-maçons. Et je souhaite que vous deveniez l'un des nôtres. C'est très aimable de votre part, mais je crains que ma conception du monde ne soit fort opposée à la vôtre. Je connais vos idées. La majorité des gens les partagent. Elles ne sont que le fruit de l'orgueil, de la paresse et de l'ignorance. Mais je suis brutal, peut-être. Non, je veux bien admettre que je suis dans l'erreur si vous me montrez le chemin de la vérité. Je n'oserais jamais prétendre que je le connais. D'ailleurs, qui peut trouver le chemin de la vérité par lui-même? Le temple de Dieu s'érige pierre par pierre avec le concours de tous. Et il est loin d'être achevé. Vous comprenez? Hélas, je dois vous avouer que je ne crois pas en Dieu. C'est précisément parce que vous ne croyez pas en lui que vous êtes malheureux. Oui, sans doute, sans doute. Mais Dieu existe-t-il? Et la foi en Dieu n'est-elle pas un simple refus de l'homme d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et du monde qui l'entoure? Comment pouvez-vous poser une question pareille? Dieu existe, n'en doutez pas, comte. Mais comment, pauvre mortel que je suis, pourrais-je vous démontrer sa présence parmi nous? Surtout à vous qui repliez jalousement sur vous-même, fermez les yeux pour ne pas le voir et bouchez vos oreilles pour ne pas l'entendre. C'est juste. Cependant, je ne comprends pas, monsieur, que l'intelligence humaine ne puisse atteindre la connaissance de Dieu. L'intelligence humaine n'a rien à voir avec Dieu. On conçoit Dieu non avec sa raison, mais avec son âme. Or, la vôtre est plongée dans les ténèbres, avilie. Je vous blesse peut-être. Non. Pourquoi? Vous ne me dites que la vérité. Poursuivez, s'il vous plaît. C'est pourquoi, avant de chercher à percer le mystère de Dieu, il faut purifier, régénérer son âme. Permettez, et la raison, quelle place réservez-vous à la raison dans tout cela? Elle n'est que l'instrument de l'âme. Un instrument peu efficace en général, et parfois franchement dangereux. Vous croyez? J'en suis persuadé, comte. Prenons votre cas. Voulez-vous? À quoi êtes-vous arrivé en vous laissant guider par la seule raison? Au désordre.
au vice. Cependant, vous êtes jeune, instruit et généreux de nature. Mon cas est particulier. Non, non! Votre cas est celui de centaines d'autres jeunes gens de votre condition. Mais laissons cela. Dites-moi plutôt ce que vous avez fait de tous les dons que la Providence vous a accordés. Je les ai dissipés. Stupidement. Et maintenant, dites-moi encore, êtes-vous satisfait de vous et de votre vie? Oh, je ne m'aime pas. Et je n'aime pas ma vie. Et vous avez raison. Examinons d'abord votre vie. Vous l'avez passée jusqu'à présent dans l'oisiveté, recevant tout de la société et ne lui donnant rien en échange. Oui, c'est juste, mais les circonstances ont... Avez-vous choisi une activité où vous puissiez être utile à votre prochain? Non. Vous avez refusé tout travail, tout effort. Et un jour, vous vous êtes marié. C'était à vous d'assumer la responsabilité de la conduite de votre jeune femme, de l'aider à trouver sa voie vers le bien. Mais non, vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez abandonné aux tentations du monde. Un homme, un méchant homme, il est vrai, vous a outragé. Lui avez-vous pardonné? Non. Vous avez voulu le tuer. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous connaître Dieu? Et comment pouvez-vous vous réconcilier avec vous-même? Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai vécu dans les ténèbres. Cependant, je voudrais devenir meilleur. Oui. Croire en Dieu et me rendre utile à la société. Mais voilà, je suis un faible. Je n'ai jamais trouvé autour de moi quelqu'un qui veuille me tendre la main. Aidez-moi, monsieur. Instruisez-moi. Et peut-être serais-je alors capable. L'aide ne vient que de Dieu. Mais notre confrérie vous prêtera toute l'assistance qu'elle peut vous prêter. Puisque vous vous rendez à Saint-Pétersbourg, allez voir de ma part le comte Wilarski. Oui, j'irai. Je vous remercie de tout cœur de votre bonté. Excellence, j'ai fait l'impossible, j'ai déniché les chevaux. Ils vous attendent. Cela mérite une bonne récompense, il me semble. Tiens, voilà 100 roubles. Prends-les et tais-toi. La pendule s'est arrêtée. Je n'aime pas cela, Pierre, mais pas du tout. Je pense que tôt ou tard, comme cette pendule, mon cœur s'arrêtera de battre. Et je m'imagine avec tristesse mon enterrement. Écoutez, prince Vassili, je n'ai pas de temps à perdre. Ah, s'il en est ainsi, je me retire. Oui, je m'en vais. Mais... je te poserai seulement une question. Pourquoi diable t'es-tu disputé avec Hélène? Depuis mon arrivée dans la capitale, je médite. Et je fais mon examen de conscience. Mais... ne me parlez pas de votre fille, je vous en prie. Voyons, mon cher, toute cette histoire est ridicule. Hélène n'est pas coupable. D'ailleurs, pourquoi ne t'es-tu pas adressé à moi, son père? Je t'aurais tout expliqué, j'aurais tout arrangé. Mais... Bon. J'admets que tu t'es conduit comme un homme qui défend son honneur. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ce que je te reproche, c'est ta précipitation à provoquer Dolokhov en duel. Tu n'as pas pensé une seule minute dans quelle situation tu mettais Hélène aux yeux du monde. Écoute, elle habite Moscou.
Toi, tu es ici. C'est inconcevable. Alors réfléchis un peu et tu verras toi-même. C'est tout réfléchi, n'insistez pas. Tu dis des bêtises, Pierre. Et tu dis des bêtises parce que tu ne veux pas réfléchir. Hélène ne t'a pas trahi. Est-ce sa faute si sa beauté attire vers elle les hommes comme le miel les mouches? Assez! Elle les repousse, crois-moi. Mais ils reviennent à la charge. Voilà. Maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Pauvre petite. Elle souffre de votre séparation. Aie pitié d'elle. Écris-lui une lettre, elle viendra ici et tout rentrera dans l'ordre. Tout rentrera dans l'ordre. Mais si tu t'obstines dans ton entêtement, alors... N'insistez pas, vous dis, je ne reviendrai pas sur ma décision. Écoute, Pierre. Tu n'ignores pas que l'impératrice douairière aime beaucoup Hélène et prend un vif intérêt à toute cette affaire. Si tu ne reprends pas la vie commune avec ta femme, elle te considérera comme responsable de son malheur. Tu vois où cela te mènera, hein? À l'interdiction de séjourner à Saint-Pétersbourg. À la déportation en Sibérie, peut-être. Allons, mon cher, décide-toi. Si tu ne veux pas écrire à Hélène, moi je lui écrirai à ta place. Vous ferez la paix et tous ensemble nous tuerons le veau gras. Prince Vassili, je vous ai prié de me laisser tranquille. Mais vous avez forcé ma porte. Si j'ai forcé ta porte, c'est uniquement pour ton bien, voyons. Vous m'avez proposé de reprendre la vie commune avec votre fille. Je vous ai répondu que je ne le ferai pas. Nous n'avons plus rien à nous dire. Il faut vous en aller. C'est cela. Partez. Partez. Qu'est-ce que tu as? Tes joues sont en feu et tu trembles et tu malades. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Immédiatement. Sinon, je vous ferai jeter dehors par tous mes domestiques. Comme je me vois, tu me chasses. C'est bon, je m'en vais. Mais je te préviens, tu regretteras ta stupidité et ton insolence. Tu les regretteras amèrement, crois-moi. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil était le vieux prince Volkonski, Marcel André, Ossip Bezdiov, Jean Levray, le prince André, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Robert Murzeau, le prince Vassili, France Descaux, la princesse Maria, Nelly Borgeot, la princesse Lise, Henri Poirier, le docteur Bélanger, Arlette Balkis, Praskovia, Nicolas Amato, Tichone, Pierre Decazes, le maître de poste. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile. La musique originale est de Ivan Semenov.